Bachar mène une vie simple. Du coup, il donne l'exemple pour tout le régime. Après avoir dit cela, c'est vrai qu'il y a des familles patriarcales très riches en Syrie qui sont liées au régime. Mais Bachar sait qu'il ne peut rien faire contre cela pour l'instant. Mais dans un environnement menaçant, il a besoin de maintenir ses fidèles et ses liens, jusqu'à ce que la situation régionale s'apaise. Quand la Syrie aura trouvé un accord avec Israël, par exemple, ou quand les entreprises étrangères viendront investir en Syrie, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra mettre en œuvre les réformes qu'il souhaite pour lutter contre la corruption. Et c'est bien tout le problème. La vieille garde du régime veille et s'inquiète. En 2000, l'ouverture politique l'effraie. La liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté de réunion sont pour le parti basse de véritables menaces. Seule la libéralisation relative de l'économie lui paraît aujourd'hui acceptable. C'est ouvert maintenant. Mais on a des banques étrangères, on a des compagnies étrangères qui travaillent. C'est plus libre. Surtout l'économie, c'est plus libre qu'avant. Ça a fait beaucoup de progrès depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant. Beaucoup de progrès. Et même il y a quelques jours, on a eu la bourse. Ça, c'est un signal de bonne santé de l'économie quand il y a une bourse, quand il y a des banques étrangères, tout. Mais hors du champ économique, les pressions sont rapidement très fortes. Pour beaucoup, l'ouverture politique réalisée par Bachar el-Assad en 2000 menace carrément le régime. Et surtout, les prébendes de tous ceux qui sont installés au poste clé du pouvoir. Il m'a raconté une fois qu'un des aspects les plus difficiles de son métier de président, c'est de ne pas trouver la solution tout de suite. Ça prend du temps. En tant qu'ophtalmo, il savait quoi faire immédiatement. Il analysait un problème, faisait un diagnostic, prescrivait un traitement. Ce n'est pas si facile à l'échelle d'un pays, mais ça fait partie de sa formation. Résultat, au printemps de Damas succède non pas l'été, mais directement l'hiver. Le jeune président est-il allé trop loin, trop vite? À cette époque, l'opposition va même jusqu'à réclamer la réforme du parti basse. La vieille garde du régime sent alors le danger et impose une reprise en main sévère. Les opposants politiques sont de nouveau arrêtés. Plusieurs journaux récemment créés sont fermés. Le contrôle des réunions publiques est réinstauré. Bref, l'ouverture politique a vécu. On avance, mais peut-être pas aussi rapidement que certains le souhaiteraient. Nous n'avons pas réalisé beaucoup de choses, la route est encore longue. Nous n'en sommes qu'au début, mais nous avançons. Il n'est pas vrai que nous reculons. Et il n'est pas vrai non plus que nous n'avons pas bougé. La Syrie d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'il y a 6 ou 7 ans. Il a dû faire face à beaucoup de contraintes l'empêchant de mettre en œuvre ses réformes. Avec le temps, on verra. Si la situation au Moyen-Orient se stabilise et que cela lui permette de mettre en œuvre les réformes qu'il souhaite, nous verrons si le président Assad est vraiment un dirigeant réformiste, comme tout le monde a pu l'espérer quand il est venu au pouvoir. Il est vrai qu'en ce début de mandat, Bachar el-Assad n'est guère servi par l'histoire. Le 11 septembre 2001 radicalise la politique des États-Unis. Au nom de la lutte contre le terrorisme, les Américains déclenchent une guerre en Afghanistan, puis une seconde en Irak. Dans ce climat très guerrier, le discours du jeune président syrien est beaucoup moins séduisant pour la plupart des Occidentaux. J'ai dit aux Américains comment lutter contre Al-Qaïda après le 11 septembre. Qu'il ne fallait pas faire la guerre. Il est impossible de lutter contre le terrorisme si vous êtes en guerre. La guerre ne fait que rendre service aux terroristes. C'est un cancer. Au lieu de retirer toute la tumeur, vous allez la découper. Lorsque vous le découpez, le cancer se propage.
En fait, les services de renseignement syriens et américains ont coopéré pendant plusieurs mois après le 11 septembre, notamment au sujet d'Al-Qaïda. L'administration Bush mit un terme à cette entente et devint frileuse vis-à-vis de la Syrie quand elle décida de condamner l'intervention américaine en Irak. La riposte de George Bush prend l'allure d'une croisade contre les forces du mal. Le président américain veut éradiquer le terrorisme et ses soutiens partout là où il se trouve. Et les mauvais élèves sont montrés du doigt. Ce sont les fameux États voyous. Parmi eux, la Syrie. Syria still allows its territory and parts of Lebanon to be used by terrorists who seek to destroy every chance of peace in the region. You have passed, and we are applying the Syrian Accountability Act, and we expect the Syrian government to end all support for terror and open the door to freedom. Le président syrien se retrouve isolé sur la scène internationale, d'autant que, comme la France, il s'oppose à la guerre en Irak. Les espoirs d'ouverture s'évanouissent. Le régime syrien renforce son système sécuritaire, mais aussi ses liens avec le Hezbollah, le Hamas et surtout avec l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad, l'ennemi absolu pour Washington. Les relations entre les pays ne sont pas uniquement liées aux valeurs, mais aussi à leurs intérêts. Je ne partage pas beaucoup de valeurs, sans doute, avec les autres gouvernements de ce monde. Je parle là de gouvernement, pas d'État. Il y a une différence. Mais je partage avec eux sans doute leurs intérêts, donc avec l'Iran. En tant que pays important du Moyen-Orient, nous partageons les mêmes intérêts. Nous partageons l'intérêt de rester stable, de retrouver nos droits, d'établir nos propres droits, entre autres. Donc on parle d'intérêt et non de type d'État. C'est un sujet très important. J'aimerais bien que chaque homme politique occidental me pose la même question. Je ne pense pas que la Syrie cessera d'avoir des relations avec l'Iran dans un futur proche, étant donné que les liens entre les deux pays, notamment économiques, sont bien établis. La Syrie en tire l'avantage d'être un pays médiateur entre l'Occident d'un côté et l'Iran, le Hezbollah et le Hamas de l'autre. Bachar ne renoncera pas à ce privilège. Un privilège qu'il paie au prix fort, celui de son isolement. La Syrie est cernée. 150 000 soldats américains en Irak, au nord la Turquie, membre de l'OTAN et allié des États-Unis, au sud la Jordanie pro-américaine, au sud-ouest Israël et à l'ouest le Liban, où la présence depuis 30 ans de l'armée syrienne est de plus en plus contestée. Et puis surtout, il y a le 14 février 2005, l'assassinat du Premier ministre libanais Rafik Hariri. D'emblée, la Syrie est soupçonnée d'en être l'auteur. L'émotion internationale est énorme, et le mois suivant, les troupes syriennes sont contraintes de quitter définitivement le territoire libanais. 4 ans plus tard, en 2009, le tribunal spécial pour le Liban est créé à La Haye, avec comme mission de juger les assassins de Rafik Hariri. De son côté, la Syrie nie toute implication, mais en l'absence de vérité clairement établie, les soupçons demeurent forts. Non, nous ne sommes pas inquiets en ce qui concerne les conclusions des rapports d'enquête. Nous restons sereins tant que les enquêtes restent professionnelles et techniques et qu'elles ne sont pas politiques. Donc non, on ne s'inquiète pas parce que nous savons que la Syrie est innocente. La Syrie n'a rien à voir avec cette affaire. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider ce tribunal et faire émerger la vérité ? Absolument. Nous avons déjà coopéré avec les enquêteurs de l'ONU et nous sommes prêts à coopérer de la même manière avec le tribunal spécial. Mais selon nos critères, car n'importe quel Syrien, qu'il fasse ou non partie du gouvernement, est soumis à notre législation, à notre autorité. Regardez ce qui s'est passé entre les Nations Unies et le Liban pour la mise en place du tribunal. Il y avait un accord entre les deux pays pour qu'un juge libanais siège